Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir et tout va s'accélérer cette semaine. D'un côté, il y a la suite des concertations sur la loi travail et de l'autre, l'audit sur les finances publiques rendu par la Cour des comptes. Le gouvernement va ainsi entrer dans le dur des réformes et des projets. On va en débattre sur le fond et sur la forme également avec de nombreux invités en notre compagnie. Comme un air de rentrée des classes, les 577 députés feront demain leur rentrée à l'Assemblée. Un Parlement inédit avec un nombre de groupes record, un fonctionnement nouveau que nous allons décrypter lors du match des idées avec Anne Levade, juriste, professeur de droit public, et l'avocat Jean-Pierre Mignard, proche d'Emmanuel Macron. Enfin, l'entretien, mon invité se présente comme un journaliste européen. Alex Taylor est viscéralement attaché à l'Europe au moment où son pays enclenche le Brexit. Alors, dans quelle situation se trouve vraiment la Grande-Bretagne? Quelles sont les marges de manœuvre de Theresa May? Et qu'en pense au fait la reine qui a arboré, il y a quelques jours, un chapeau aux couleurs du drapeau européen qui a beaucoup fait parler? On en parlera tout à l'heure, c'est le grand entretien. Voilà pour le programme, merci d'être avec nous. Vos réactions et questions avec le hashtag OVPL. Et avant d'accueillir mes premiers invités, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. C'est un couac que le gouvernement n'aura pas laissé traîner. Ce matin, le nouveau ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, s'exprime et laisse ouvert la possibilité de revenir sur l'interdiction de pesticides connus pour leur impact sur les abeilles. Nous avons des impasses techniques qui n'ont pas de substitution, qui ne connaissent pas de produits de substitution. Nous devons pouvoir autoriser des dérogations. Réplique immédiate du ministre de la Transition écologique sur Twitter qui affirme que l'interdiction restera effective. Une querelle traitée en moins de 3 heures par le Premier ministre qui affirme que ce pesticide restera interdit. Les Républicains. Parti comme ça, et même si chacun sait mes liens et mes préférences, je réfléchis. Donc Roger Carutti pourrait être candidat à la présidence des Républicains. La seule chose qui pourrait m'intéresser, c'est de dire je n'ai pas d'ambition. Je ne cherche pas à remonter le parti, à réorganiser le parti pour en faire une machine de guerre pour être candidat. Mais en revanche, si mes quelques capacités d'organisateur peuvent servir à réorganiser, je servirai quelqu'un d'autre. Au Sénat. Ils sont entre 25 et 30 sénateurs à vouloir composer un groupe En Marche à la Haute Assemblée. François Patriat, fidèle d'Emmanuel Macron, est à la manœuvre. Et la liste devrait être déposée mercredi. Mais alors qu'ils espéraient ratisser large de Jean-Pierre Raffarin à Didier Guillaume, leur composition sera réduite, en tout cas au départ. Des ralliés de longue date comme Barry Zachiari ou Nicole Bricq, mais aussi 2 élus les Républicains constructifs. En revanche, les centristes de l'UDI et les radicaux sont déterminés à faire groupe à part. La véritable recomposition attendra sans doute les élections sénatoriales de septembre prochain. Diplomatie. J'ai réaffirmé la position constante de la France depuis la prise de contrôle par la force de la Crimée par la Russie en mars 2014. La France demeure plus que jamais attachée à la souveraineté de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues. Et comme ses partenaires de l'Union européenne, elle ne reconnaîtra pas l'annexion de la Crimée. Entreprise. Le tribunal de commerce de Bobigny a désigné Jiffy comme repreneur de Tati et de 3 autres enseignes du groupe Eram. Une offre qui permet de sauver 1428 emplois sur les 1700 qui étaient menacés en conservant 109 des 140 magasins existants. Une victoire pour Thomas Hollande, avocat d'une partie des salariés. Aujourd'hui, c'est une triple satisfaction parce que c'est le maintien de l'enseigne Tati, c'est aujourd'hui le maintien d'une collectivité de travail et la poursuite de leurs relations de travail pour plus de 1400 salariés et c'est des conditions d'accompagnement dignes pour les 260 salariés non repris. Marseille aura, en 2020, un nouveau visage à la mairie. Jean-Claude Gaudin a annoncé aujourd'hui qu'il ne se représenterait pas pour un 5e mandat, laissant d'ici là, selon ses mots, le soin à ses amis de se mettre d'accord sur un nom pour lui succéder. Celui qui est également président de la métropole Aix-Marseille-Provence ouvre ainsi la voie à une bataille d'héritage au sein de la droite marseillaise.
l'actualité, tout s'accélère cette semaine. D'un côté, il y a les suites des concertations sur la loi travail et de l'autre, l'audit sur les finances publiques qui sera rendu jeudi par la Cour des comptes et qui devrait signaler un dérapage du déficit. Alors le gouvernement va ainsi entrer dans le dur, comme on dit, dans le dur des réformes et des projets. On va en débattre à la fois sur le fond, bien sûr, mais également sur la forme, la manière de présenter tout cela. On va en parler avec nos invités ce soir. Anne-Claire Ruel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice de l'agence Le Board, enseignante en communication politique à Paris 13. Nous accompagne également Jérôme Fourquet, bonsoir. Bonsoir. Directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Karl Meus, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef au Figaro Magazine et notre chroniqueur Jean-Louis Gombeau est là, bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors madame, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, l'actualité aujourd'hui, ce sont aussi les chiffres du chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi repart à la hausse, malheureusement pour le mois de mai. Les détails avec Samia Dechir. Pas d'éclaircie sur le front du chômage. En France métropolitaine, le nombre de chômeurs en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, a augmenté de 0,6% au mois de mai. En tout, plus de 3,4 millions de personnes sont inscrites dans cette catégorie A. Le nombre d'inscrits à Pôle emploi en catégorie C, celle ayant une activité réduite longue, a lui aussi augmenté, plus 0,7% en un mois. Le nombre de chômeurs en activité réduite courte, soit la catégorie B, a en revanche diminué de 0,9% au mois de mai. En tout, plus de 5,5 millions de personnes sont inscrites à Pôle emploi, soit une augmentation de 0,3% sur un mois, toutes catégories confondues. Sur un an, cela représente une augmentation de 2%. Voilà, et ces chiffres montrent, Jean-Luc Gombeau, qu'il faut toujours faire attention quand on décrit, on l'a fait souvent ici, des indicateurs économiques et sociaux qui passent au vert parce que le tableau est plus nuancé. Oui, et le problème, je pense que l'information du jour, c'est la réaction du ministre du Travail, de la ministre du Travail, qui dit « je ne commenterai pas les chiffres mois par mois ». Alors, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, parce que visiblement le gouvernement Macron n'y est strictement pour rien, puisqu'il vient d'arriver. C'est parce qu'en fin de compte, ce n'est pas significatif. Maintenant, ça ne l'est pas. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, 80% des embauches sont en CDD aujourd'hui. Et 80% des embauches se faisant en CDD, ils se font en plus à une distance d'un mois. Autrement dit, une simple modification sur un mois perturbe complètement le paysage. Ce qui compte, c'est le taux de chômage, tout publié tous les 3 mois, par les méthodes du BIT qui sont reprises par l'INSEE. Là, tous les 3 mois, vous avez effectivement une tendance qui peut apparaître comme significative. Mais je ne dirais pas que ça ne veut rien dire, cette augmentation des demandeurs d'emploi, ce n'est pas exactement la même chose, des demandeurs d'emploi sur ce mois de mai. Bien entendu, ça veut dire quelque chose. Mais fondamentalement, ce n'est pas ça qui est significatif. Ensuite, il y a quand même un problème. C'est que le 30 juin prochain, donc c'est la semaine prochaine, la prime à l'embauche pour les PME qui embauchent des salariés va sauter. C'est terminé. Les 500 000 emplois, les 500 000 formations accélérées qui ont été prévues par le gouvernement Hollande, au bout d'un moment, ça va s'épuiser et ces gens-là vont passer de la catégorie E à la catégorie A sans doute. Donc vous avez un certain nombre de modifications qui vont s'opérer ces prochaines semaines, ces prochains mois, qui vont peut-être compliquer un peu l'affaire de M. Macron, qui, même si aujourd'hui, évidemment, il n'est aucunement responsable de la situation présente. Mais c'est un contexte, et c'est justement dans ce contexte, Karl Meus, que le gouvernement entame avec les partenaires sociaux. C'est le second round des négociations, des concertations. D'abord sur le climat, en particulier syndical. Comment est-ce que vous le décririez aujourd'hui ? Pour l'instant, ça va bien. Vous savez, c'est un peu jusqu'ici, tout va bien. En espérant qu'on n'est pas sur la même image de celui qui descend un immeuble. Ça va bien parce que Emmanuel Macron affiche une volonté qui est celle de la concertation. Il y a quoi ? 48 réunions qui sont prévues. C'est compliqué pour les syndicats qui se sont beaucoup plaints pendant la loi El Khomri de l'absence de concertation en disant mais on n'a jamais été consulté, donc finalement en catastrophe le gouvernement les a consultés pour finalement remettre le projet à peu près à l'identique. Donc là, à partir du moment où Macron et Édouard Philippe jouent le jeu de la concertation, ça se passe dans la bonne entente. La difficulté, ça va être la sortie. On va déjà avoir un premier état mercredi avec le projet de loi, puisqu'il est... Et d'habilitation des ordonnances. Donc là, on connaîtra les contours. Et ensuite, on connaîtra les contours. Et là, on verra, parce qu'il y a un moment, il ne peut pas satisfaire tous les syndicats. C'est pas possible. Ou alors, ça veut dire que il n'y a pas de réforme. C'est la quadrature du cercle, satisfaire tout le monde. Donc c'est à la sortie qu'on va avoir exactement la volonté réformatrice du chef de l'État. C'est un banquier d'affaires, c'est quelqu'un qui passe des deals.
Mais dans cette affaire-là, il y a forcément des gens qui seront mécontents. On va continuer à parler du fond et aussi de la forme. Anne-Claire Ruel, qu'est-ce que vous pensez quand même de cette méthode? On a bien compris que sur la loi travail, c'est un petit peu l'antithèse de ce qui a été fait dans le précédent gouvernement. Cette méthode un petit peu de semer des cailloux, d'espacer ces concertations, de faire des rounds de négociations comme ça. Alors, Macron, c'est effectivement le roi du tempo et le maître des horloges, mais je crois qu'il n'aurait pas été non plus décrié par Macron et Chaud, qui sont un peu les précurseurs de l'agenda setting. C'est-à-dire que lui place sur la scène médiatique les temps que vous annonciez sur le tempo. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, dans la forme, si on s'intéresse à la forme, c'est un triptyque pour le moins classique, quoi. État des lieux, dialogue partagé, on en est là, et puis ensuite débat et action. Et c'est là où je rejoins complètement Karl, c'est que qu'est-ce qui va se passer à l'issue de ce premier round? C'est ça qui va être intéressant, d'autant plus dans un contexte d'arrivée de nouveaux visages à l'Assemblée, avec des tribuns qui vont être aussi partie prenante dans cette histoire. On pense évidemment à Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Monsieur Ruffin, qui vont arriver, quoi. Donc, des fortes personnalités, effectivement, ce sera demain la rentrée des classes, entre guillemets, pour cette nouvelle Assemblée. Jérôme Fourquet, où en est l'état de l'opinion sur cette matière de la loi travail? On se souvient évidemment des crispations, des tensions qu'elle avait provoquées. Là, on imagine qu'au minimum, il veut revenir à la loi, de la version originale, loi El Khomri, ou davantage. Où en est l'opinion? Alors écoutez, il n'y a pas eu de grandes évolutions jusqu'à présent, sachant que quand même c'est un sujet extrêmement technique, que les Français ne maîtrisent pas forcément toutes les arcanes et toutes les propositions que le gouvernement a pu faire. Quand on les teste dans les enquêtes, il y a un certain nombre de sujets qui peuvent être apparemment assez consensuels. Le fait de regrouper en une même entité le comité d'entreprise, le CHCT, etc., donc une vieille requête du patronat, ça, l'opinion est prête à avaliser ça, y compris ceux qui sont en activité aujourd'hui. En revanche, ça se complique bien évidemment sur l'encadrement des indemnités prud'homales. C'est quand même un des points durs. Et sur l'idée selon laquelle il faut faciliter le licenciement pour lever les freins à l'embauche, dans un pays qui connaît encore à peu près 10% de chômage, c'est une idée qui est complètement, aujourd'hui, invendable pour le grand public. En même temps, le grand public a bien conscience que ce type de loi peut donner plus de souplesse aux entreprises, mais que ce n'est pas forcément bon pour l'emploi dans un premier temps. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement la ministre a dit on ne va pas, comme le gouvernement précédent, commenter au mois le mois, parce que tout ça n'a pas de sens. En même temps, ils ont vu le piège dans lequel le gouvernement précédent était tombé. Mais de surcroît, ils se sont appuyés sur ces chiffres en disant voilà, vous voyez bien que la situation n'est pas encore au beau fixe et qu'il faut amplifier les efforts. Et c'est pour ça que cette loi est aussi importante et qu'il faut ne plus perdre de temps et aller dessus. Il y a un débat, même parmi les économistes, je le dis sous votre magistère, Jean-Luc Gombault, et votre expertise. Expertise, ça ira. Voilà, quand les indicateurs ou certains des indicateurs passent au vert, justement, faut-il mener une telle réforme? Faut-il provoquer éventuellement des crispations? Est-ce que cette loi travail est nécessaire sur le front du chômage? Alors, ça c'est évidemment la grande question. Et pour que ça soit véritablement nécessaire sur le front du chômage, quel est le problème central? Je pense, c'est évidemment les problèmes prud'homaux. Cela dit, vous avez remarqué que FO et la CFDT ont laissé entendre que si le niveau était de niveau correct, ils pourraient passer l'éponge sur cette question-là. Donc déjà, quand même, ils sont eux aussi en train d'évoluer sur cette affaire. Je crois que le fond du problème, c'est qu'est-ce qu'il va advenir du contrat de travail. Parce que on ne sait pas. Le problème central, il est là. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une entreprise, vous signez un contrat de travail. 80% des Français, des travailleurs, des salariés, sont embauchés sur un contrat de CDI. Même si la masse des embauches sont faites en CDD, c'est un CDI. Vous signez un contrat de travail. Est-ce que ce contrat de travail est immuable ? C'est ça la grande question. C'est-à-dire que comment est-ce que je peux, moi qui suis patron et moi salarié, qui a signé un contrat de travail, qui a ma signature, peut-elle être remise en cause dans certaines situations compte tenu de l'évolution de la conjoncture de l'entreprise? Aujourd'hui, c'est possible, mais dans certains domaines simplement. C'est-à-dire que si l'entreprise, s'il y a un accord d'entreprise qui dit que pour défendre l'emploi, pour lutter contre les suppressions d'effectifs,
il faut prendre telle ou telle mesure qui modifiera le contrat de travail. Et si le salarié le refuse, il est licencié. Mais c'est la seule condition. Or, si vous voulez avoir une véritable souplesse dans l'évolution du salariat, il faut la possibilité de toucher au contrat de travail. Et ça, c'est un totem extraordinaire. On touche, voilà, à quelque chose presque de sacré, entre guillemets. Oui, c'est sur le plan même juridique. Et évidemment, c'est pour ça que quand vous parlez le problème de la sortie, c'est quand on va faire la sortie qu'on va rentrer dans le dur, c'est-à-dire sur cette affaire de contrat de travail. Oui, parce que c'est également un problème de société. C'est-à-dire que vous décrochez un contrat en CDI, ça vous permet d'avoir un prêt. Oui, alors qui n'est pas le cas. Oui, mais si imaginez un peu l'avenir, au moins à court terme, à moyen terme. Vous pouvez louer un appartement, acheter un appartement, faire un certain nombre de choses que vous ne pourriez pas faire ou beaucoup plus difficilement. Et c'est pour ça que là, dans cette réforme, on ne voit que l'aspect entrepreneurial, comment faciliter pour le patron ça, et peut-être pour les salariés, mais ça a des impacts. Ça va avoir un impact fort sur la société. Et donc, il faudrait là ouvrir peut-être quelque chose de plus large. C'est pas le propos. Mais est-ce que nous sommes prêts à ce changement des impacts. presque, Anne-Claire Ruel, ce que vous dites avec Calmet, c'est un changement de culture, j'allais dire, de mentalité. Mais c'est un bouleversement total en termes de philosophie, d'appréhender le travail. C'est assez énorme. Ce qui est intéressant là, ce qui va se dessiner, c'est qu'en fait, on a, d'une certaine façon, c'est un espèce de pouvoir tripartite, quoi. On a le prince. Alors là-dedans, justement, Karl ne parlait pas d'Édouard Philippe et c'est intéressant parce que justement Macron est très identifié sur le sujet. On va avoir l'opinion. Qu'est-ce que va penser l'opinion? Donc ça, c'est vous, évidemment. Donc on va sonder un peu l'opinion. Et la rue derrière. Et la question des éléments de langage. Pour l'instant, on est sur un registre très technique. Donc là, je vous rejoins ici. Donc on ne sait pas trop ce qui va se passer, justement, on ne touche pas tellement au contrat de travail. On ne sait pas trop, mais on est contre. Voilà. Mais voilà. Oui. On voit la philosophie générale. On voit la philosophie générale. Mais ça reste encore assez peu perceptible. Mais quand il va y avoir la pédagogie, justement, de ce qui va se passer réellement, c'est là on va voir si la rue va s'animer et auquel cas ça fera bouger. Mais pour animer la rue, si je puis dire, il faut qu'il y ait quand même, j'allais dire, l'étincelle syndicale. Jérôme Fourquet, je reviens quand même à la première question, puisqu'elle est importante sur l'état d'esprit des syndicats. On a l'impression que Force ouvrière s'est un petit peu détachée de la CGT, que la CFDT attend un petit peu. Est-ce qu'ils ont peur aussi d'un projet, je passe à un projet à venir, de moralisation de la vie syndicale? Est-ce que ça plane un petit peu? Ça peut être dans le deal dont parlait Karl tout à l'heure, de manière plus ou moins sous-entendue. Ce qu'ils ont observé également, c'est l'état du rapport de force. C'est-à-dire un nouveau président qui n'est pas prisonnier de vieux schémas ou de vieilles contingences, qui a été bien élu, qui dispose d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, et qui donc contre lequel il va être difficile de se dresser tout de suite, sachant que les Français ont pratiqué aussi le dégagisme. Et donc en gros, peut-être qu'Emmanuel Macron leur a dit voilà, attention, les prochains sur la liste, ça peut être vous si vous n'êtes pas capable de vous remettre en cause et en question. Et ce qui a été fait de manière assez habile, comme dans toute négociation, c'est que sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets de casus belli pour les syndicats, le gouvernement est allé très loin, par exemple sur la remise en cause de la hiérarchie des normes, en disant, à la limite, tous les entrepreneurs, notamment dans les secteurs où il y a beaucoup de PME, ne sont pas forcément en faveur de cela, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en disant, parce que ça nous assure un minimum un cadre commun qui fait qu'on va se battre uniquement sur la compétitivité et pas sur les salaires qui nous tirerait à la baisse, par exemple. Et donc, néanmoins, le gouvernement a mis ça sur la table, pas pour faire plaisir au patronat, mais peut-être pour pouvoir le retirer en échange d'autres avancées qui pourraient être concédées par les syndicats, par exemple sur l'encadrement des montants des indemnités prud'homales, ou alors aussi ce qui est apparu plus récemment dans les discussions. Emmanuel Macron parlait du triangle dans une entreprise et dit voilà, si on veut renforcer la démocratie sociale, il faut que les syndicats aient plus de moyens. Et donc a fait son apparition la question du chèque syndical. Oui. Qui pourrait être. Donc vous pensez qu'il est dans la balance aussi? Ça fait beaucoup de choses dans la balance. Si vous acceptez de faire un pas sur le contrat de travail, eh bien on peut renforcer votre statut de partenaire. Alors qu'est-ce que c'est que le chèque syndical? C'est la possibilité pour un salarié de soutenir un syndicat et qu'une partie de sa cotisation ou la totalité soit payée par l'employeur. Ce qui ne se pratique que dans quelques grandes entreprises actuellement. Et ça pourrait être voilà. Donc le gouvernement a tous ses leviers en main et les syndicats ont aussi connaissance du rapport de force actuel qui est quand même plutôt favorable
au président parce qu'il est tout récemment élu. Il y a un autre élément qui peut rentrer dans cet argumentaire, Jean-Luc Gombault, et rentrer pour teinter le discours du gouvernement de gravité, parce que ce sera ce jeudi, l'audit des finances publiques qui sera rendu par la Cour des comptes. Là, vraiment, on entre dans le vif du quinquennat Macron. On va écouter ce qu'en a dit ce soir aux 20h de TF1 le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Depuis 20 ans, 30 ans, la France est droguée à la dépense publique. Et la dépense publique, ce n'est pas une liberté pour les Français. C'est une prison qui va peser ensuite sur les générations futures. Donc oui, il faut réduire les déficits publics, réduire la dépense publique, parce que c'est une question de souveraineté nationale et c'est une question de liberté pour les Français. Il faut que l'État, les collectivités locales, les dépenses sociales, chacun fasse un effort pour qu'au bout du compte, nous retrouvions notre liberté et nous respections nos engagements européens. Voilà, cette urgence, elle va arriver très vite. Très vite. Alors là, c'est problème number 2. Qui va d'ailleurs être, à mon avis, le numéro 1. Parce que quand il dit très vite, il parle bien de la dépense. Donc, et ça, je crois que 70% des Français sont contre la réforme de la réforme du marché du travail, alors que vous avez dit vous-même, ils n'en connaissent pas très bien les tenants et aboutissants. Et je crois que 70% doivent être contre la dépense publique quand ça le concerne, en tout cas, quand ça le concerne. Bon, je pense aussi que le couple, c'est pas par hasard qu'il a choisi le maire. Parce qu'en fait, si vous lisiez les programmes, sur cette question budgétaire, ils étaient exactement sur la même longueur d'onde. Le seul candidat des primaires de la droite qui était pour les 3%, même Fillon n'était pas pour les 3% dans son programme. C'était le maire. Et le seul des candidats à la présidentielle qui est intervenu par la suite, qui était pour les 3%, c'était Macron. Donc, en fin de compte, ils étaient tous les deux sur ces fameux 3%. Pour des raisons, à mon sens, comment dirais-je, de place dans l'Europe, évidemment, parce que, et ça, il faut bien que les gens comprennent que si vous ne respectez pas, ou si vous n'avez pas l'air, ou vous ne prenez pas les dispositions pour aller, vous ne ferez pas. Il vaut mieux l'air et la chanson, hein, dans ce cas-là. Madame Merkel. Ah, pardon ? Il vaut mieux l'air et la chanson. Parce que il vaut mieux l'air et la chanson, les paroles et les chiffres. N'est-ce pas ? Voilà. Mais ça, c'est sûr. Et là, vous n'aurez aucune concession des Allemands. C'est Bruno Le Maire. Absolument. Ils sont prêts à en faire sur la stratégie générale de l'Europe. Mais à condition qu'on. Ça fait quand même un peu buté, mais c'est comme ça. Il faut d'abord respecter ce qu'on a signé et ensuite on peut passer à une autre étape. Mais en même temps, Karl Mees, ça fait... Oui, ça fait des années qu'on entend Jean-Louis ce discours. Oui, bien sûr. Si nous ne faisons rien, regardez ce qui va arriver. Tout si nous ne faisons rien à Bruxelles, mais est-ce que ce n'est pas juste le bâton pour faire avancer les réformes ? Ils sont convaincus l'un et l'autre de cette affaire. Ça me paraît être majeur de voir ça. Parce qu'ils savent l'un et l'autre qu'ils sont très europhiles et également très proches de l'Allemagne. Ils savent qu'ils n'obtiendront rien sinon pas ces 3%, ou en tout cas s'ils n'y vont pas. Alors attendez juste une seconde. Le problème, ça sera 2018, c'est pas 2017 quand même, ça 2018. Oui, mais on a l'impression quand même que cet audit tombe à point pour le gouvernement, même s'il va annoncer forcément une situation plus compliquée, l'héritage de François Hollande qui vont s'en servir pour la suite. C'est ce que j'allais vous dire, à condition qu'il fasse de la politique. Maintenant, il va falloir faire de la politique. François Hollande avait demandé le même audit à son arrivée en 2012 à la Cour des comptes. Didier Migaud, le même, avait rendu un rapport en disant il manque, je crois que c'était 30 milliards. Sauf que François Hollande a mis ça sous le tapis en disant non. On se souvient, c'était avant le discours de politique générale de Jean-Marc Ayrault qui avait dit on va dire qu'il faut du courage, qu'il faut presque du sang et des larmes, le fameux discours churchillien. Et François Hollande lui a dit non, on va attendre que la croissance revienne. Résultat, ils avaient perdu le temps qu'ils n'ont jamais pu rattraper. Là, on sent quand même que Emmanuel Macron n'est pas sur cette ligne-là. Et Édouard Philippe non plus. Ils ont cette volonté. D'abord, c'est eux qui ont commandé l'audit, donc ils savent ce qu'il en est, et ils vont devoir faire de la politique là. La question, c'est comment ils en font de la politique. Parce que Bruno Le Maire, là, a été gentil. Quand il dit ça fait 20 ou 30 ans, ça permet de noyer la droite et la gauche. Il y a peut-être des gens au gouvernement qui vont dire oui, donc les 5 dernières années ont été du gâchis. Sauf que le problème, c'est que sur les 5 dernières années, Emmanuel Macron était secrétaire général de l'Élysée adjoint pendant 2 ans et ministre pendant 2 ans. Et sur les 10 dernières, Bruno Le Maire a une responsabilité aussi sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ils vont devoir faire de la politique parce que si eux n'en font pas, il y en a un qui va en faire et qui a déjà commencé. Vous vous souvenez de son discours le 18, le soir du second tour, quand il est élu, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui a eu des propos mais presque violents. Parlant de la réforme du Code du travail, il a parlé de coup d'État social. Et ça, les mots ont quand même un sens. Et quand vous commencez à dire... Même chez Mélenchon ? Oui, même chez Mélenchon. Surtout chez Mélenchon, qui a beaucoup de culture historique. Si. Et quand il commence à dire...
il parle d'un gouvernement qui n'est pas légitime pour appliquer cette réforme. Coup d'État social. La résistance, lui, elle est légitime, sachant que c'est lui qui incarne la résistance. On voit que là, il y a une bataille politique qui va devoir être menée, je parle sous votre contrôle, mais que si Emmanuel Macron et Édouard Philippe n'ont pas les bons éléments de langage pour montrer aux gens que c'est la bonne direction et qu'ils sortent de la technique, Jean-Luc Mélenchon peut gagner la partie. Alors, en plus de cet audit, il y a une autre nouvelle qui est tombée il y a quelques jours, d'autres experts qui ont montré que, en termes de financement des retraites, là aussi le compte n'y était pas et que la situation était plus noire que ce qu'on avait pu imaginer. Donc là aussi, il va falloir que le gouvernement ajuste sa copie. On a parlé de le grand chantier sur le dédoublement des classes dans les zones d'éducation prioritaire. Donc on voit déjà les syndicats enseignants qui estiment que ça ne va pas être possible. Et le ministre de l'Éducation dit on fera tout ça à budget constant. Donc ça, c'est déjà un changement par rapport à avant, sauf que là, ce n'est pas uniquement budget constant, il faut baisser les budgets. Jérôme Fourquet, on peut ajouter aussi l'équation budgétaire des armées, qui va être très compliquée et qui est surveillée très près. Et on a vu que quand même, pendant la campagne, Emmanuel Macron avait été très flou sur les endroits où il pratiquerait des coupes. Donc là, on va être retour au réel assez rapide. Anne-Claire, une question aussi sur la communication. Quand Bruno Le Maire, ce soir, il dit mais si on ne fait rien, si on ne respecte pas tout cela, on ne va plus se faire entendre en gros en Europe et par Bruxelles. En fait, c'est le discours de la droite. La droite demande au gouvernement de tenir cette trajectoire. Donc là encore, il coupe l'herbe sous le pied finalement à la droite, à une partie de l'opposition. Effectivement, et puis il révèle aussi la philosophie macroniste, c'est-à-dire c'est du libéralisme économique et du libéralisme culturel, point barre, quoi. C'est ça en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron a cela pour lui, qu'il regarde tout le temps le quinquennat de François Hollande pour toujours faire l'exact inverse. Et je vous rejoins tout à fait. C'est-à-dire qu'il sait très bien que en fait, l'erreur de Hollande initiale, on va dire, originelle, c'était effectivement de ne pas dire « Ok, les comptes sont ce qu'ils sont, il va falloir vraiment serrer la ceinture, il va y avoir justement du sang et des larmes. » Et c'est pour ça qu'on va basculer en social-démocratie qui n'était pas tellement assumée jusqu'alors. Ça, Emmanuel Macron, il a tout intérêt justement à essayer de forcier un peu le trait, avec la limite que vous avez soulignée, c'est-à-dire effectivement ne pas tomber non plus trop dans l'extrême inverse parce qu'il était au gouvernement et que ça va être compliqué de gérer ça par la suite. Mais on voit déjà que en filigrane, il y a un fil rouge, voilà, sur la difficulté à venir, etc. Donc à suivre. Ils vont tirer ce fil rouge pour justifier tout ce qui va se passer, Jean-Luc Gombault? Alors, justifier, disons, pour expliquer, on va parler un langage plus simple. Effectivement, je me demande d'ailleurs dans quel endroit il va justement trouver ces fameuses économies rapidement. Parce que vous signalez la question des retraites. Ce qu'avait dit M. Macron pendant la campagne électorale, les retraites, j'y touche pas. J'y toucherai peut-être à la fin du quinquennat où je passerai à la retraite par points. Tout ça était très vague, très flou, parce qu'il était convaincu que l'équilibre général des retraites était grosso modo assuré d'ici à la fin. Alors voilà, ça quelque chose de nouveau. Parce que sur le budget, il savait très bien de quoi il s'agissait. Sur la question du droit du travail, il savait très bien ce qu'il voulait faire. Mais voilà que se rajoute la question du déséquilibre des retraites qu'avait laissé tranquille M. Hollande pendant 5 ans et qu'il ne le laissera pas, lui, tranquille pendant les 5 prochaines années. Ce qui va renforcer la nécessité de faire des économies budgétaires pour assurer grosso modo cet équilibre des retraites. Donc, ça va pas... Bon, il y a une phrase d'Anatole France que j'adore beaucoup qui dit « Gouverner, c'est décevoir ». Bon, alors, gouverner, c'est décevoir, et effectivement, il va se trouver devant ce problème. Alors, aujourd'hui, sa popularité, quand même, assez, je crois pas qu'on ait vu ça souvent, une popularité, même à ce niveau-là. Il est au niveau des présidents qui a un état de grâce. Bon, au début de mandat, mais voilà. Bon, il a un potentiel. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il sait très bien que ça va baisser, cette histoire. Ça ne va pas rester comme ça 107 ans. Donc, le problème, c'est aussi de profiter de ce bilan que va lui donner la Cour des comptes, du fait que les chiffres du chômage sont quand même pas, qu'on les prenne à 3 mois, à 1 an, ou au moins le mois, ne sont pas mirobolants, pour profiter de sa popularité actuellement au zénith par rapport à ce qui va arriver sur les prochains mois, pour agir vite et profondément. Il y a une autre citation, pardonnez-moi Anne-Claire, je vous laisse tout de suite parler, c'est
gouverner, c'est aussi prévoir. Est-ce que tout ça n'a pas été déjà prévu quand même par Emmanuel Macron? Il ne découvre pas la situation. Non, il ne découvre pas tellement la situation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le hiatus aussi et la difficulté pour les éléments de langage, parce qu'il était d'un optimisme forcené, justement, l'axe bienveillance. Et là, d'un coup, on rentre dans un registre qui est quand même le registre un peu de la peur, justement, des difficultés économiques à venir. Donc, comment aussi gérer ça d'un point de vue purement symbolique? Peut-être que pour ce symbole-là, il faudra être à Versailles, il faudra réunir le Parlement, il faudra parler ce discours-là, gravité qui s'impose dans un lieu comme celui-ci, Karl, mais c'est peut-être qui est prévu dans les prochains jours, c'est ce qu'on nous dit en tous les cas. C'est ce qu'on nous dit, et alors là, on reste quand même pas interloqué, mais assez dubitatif, parce qu'au départ, ce qui est prévu, c'est que Emmanuel Macron réunisse le Congrès le 3 juillet, la veille du discours de politique générale du Premier ministre le 4 juillet. Et alors là, comment faire mieux que court-circuiter son Premier ministre en faisant ça? Nicolas Sarkozy avait envoyé Claude Guéant, son secrétaire général, qui avait fait dans un entretien, avait déjà tout dit, et donc ça avait provoqué la fureur de François Fillon. François Hollande était passé à la télévision, de mémoire, juste avant le discours de politique générale. Mais alors là, réunir le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, il en a le droit, hein, il peut le faire. Juste avant, alors après, il a dit non, mais ça pourrait être aussi le 11. Et à ce moment-là, que dira-t-il de plus? Après, en plus, le Premier ministre. Après le Premier ministre. J'avoue, là, ça laisse très perplexe. Oui, j'ai comme l'impression en fait qu'on s'est peut-être trompé, c'est à voir sur la suite, sur la présidence jupitérienne comme ça, dérivée d'une forme de souverainisme gaulien, ou tout du moins gaulo-mitterrando, je ne sais rien, voilà, sur la suite. J'ai l'impression peut-être que c'est plus un modèle à l'américaine. Alors peut-être que je me trompe complètement. Sauf qu'ils n'ont pas de Premier ministre. Exactement, c'est-à-dire qu'ils ont une forme de collaborateur. Donc on efface au fur et à mesure, finalement, les ministres parmi les ministres. On réunit ce congrès d'ailleurs. Comme aux États-Unis, c'est le discours de l'Union. Exactement, Ouais. Donc à ce point-là, on a une forme de dialectique entre le sacré et le profane, c'est-à-dire la sacralisation de la fonction, où on parle comme ça en Assemblée Générale, et puis le côté profane de Emmanuel Macron sur un fauteuil roulant, jouant au tennis, exactement comme un Obama finalement. Et bien justement, vous m'amenez cela une transition formidable, parce qu'on va parler de la forme, de la communication. Elle rejoint, vous allez le voir, le fond, mais quand même ces images, elles ont frappé. On a vu un président soutenir avec entrain la candidature de Paris 2024 en mouillant un peu la chemise, en faisant du tennis, avec des gants de boxe. Il y a une cascade d'images cool, entre guillemets. On voit tout cela avec Mounir Soussi. Bonjour messieurs, dames. Arrivé sous les applaudissements, selfie avec des champions. Ce week-end, Emmanuel Macron a donné de sa personne pour l'image de Paris 2024 et le spectacle d'un président dynamique qui sait renvoyer la balle. Après les vedettes olympiques, direction le cadre plus feutré de la Sorbonne. Dans un autre registre, aux côtés du secrétaire général de l'ONU, Emmanuel Macron se pose en défenseur de la planète. Le président des États-Unis d'Amérique a décidé de sortir de cet accord, de faire reculer ou bégayer l'histoire. Dans ce discours, il place Donald Trump dans le rôle du méchant et le président français peut compter sur le soutien d'un héros américain dans cette bataille. Il a reçu Arnold Schwarzenegger à l'Elysée. Après son coup de fil à Barack Obama ultra médiatisé pendant la campagne, Emmanuel Macron s'offre un face-à-face avec l'interprète de Terminator reconverti en justicier de l'environnement. Un ballet savamment orchestré jusqu'au départ de la voiture de l'acteur. Un 4x4 de gros cylindrée qui a fait un peu tâche dans cette séquence de communication verte. Alors on va décrypter ces images. On parlera aussi quand même de ce qui s'est passé aujourd'hui au sein du gouvernement entre le ministre de l'écologie et le ministre de l'agriculture. Mais qu'est-ce que vous pensez, allez, de manière brute, directe, de ces images, Jérôme Fourquet? Ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire que c'est très directement importé de la culture américaine. Et là, on a l'impression de revoir avec, bien sûr, un modèle européen, les images, les premiers pas de Barack Obama quand il a été élu. D'autres que moi ont pointé toute la tendance à l'américanisation de notre vie politique. Je pense qu'il est de cette génération, Macron. En même temps, il a en tête les grands classiques de l'histoire nationale. On n'est pas du tout dans une présidence normale, donc il invente son style. On voit aussi, très américain, que c'est la primauté de l'image sur le texte, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... alors il y a eu un grand entretien dans un grand journal récemment sur l'Europe, mais sinon on est beaucoup une communication par l'image.
On l'a vu aussi sur... Alors, et ça fait commenter, on est là pour ça. Ce soir, la photo du gouvernement, par exemple, dans les jardins, avec pas d'ordre protocolaire, tout ça, ça fait penser à l'esprit plus management des grandes entreprises. Mais là aussi, on sait bien qu'il y a un seul patron, comme dit l'autre. Avec des photographes qui laissent les appareils à terre parce que justement, ils n'arrivent pas à faire un peu aussi leur et qui sont très cadrés. Donc là aussi, ça ressemble au travers de la communication des grandes boîtes américaines de la Silicon Valley, c'est-à-dire sous une apparence de cool attitude. On a quelque chose qui est en fait extrêmement formaté, extrêmement cadré. Comment ça peut être le grand écart? L'américanisation dont vous parlez, c'est Régis Debray qui l'a théorisé. Voilà. Comment on peut tenir sur ses deux jambes, justement, en même temps, en marche, quand on fait à la fois... Avec un fauteuil roulant. On affiche une décontraction, vraiment, là on l'a vu dans ces images, et une fermeté assumée en même temps. Alors, sur le long terme, on verra. Oui, le en même temps est là. Je crois que cette prise de parole aussi en congrès, du coup, c'est aussi une manière de prendre la parole. Donc, c'est aussi une forme de raréfaction de la parole. Et donc, du coup, voilà, et c'est attendu et on va essayer d'écouter ça. Sur le long terme, je ne sais pas. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que voilà, il y a une image d'autorité de puissance versus une image beaucoup plus proche et oui, qui joue sur les codes de la pop culture même. Schwarzenegger, on a beau le voir, on imaginera toujours Terminator. Alors que cet homme a quand même fait des résultats en Californie sur tout ce qui est notamment réserve d'eau, réchauffement climatique, etc. Et le selfie qu'il a pu faire, enfin la petite vidéo avec lui, voilà, qui est diffusée après et qui a vocation à tourner. On est effectivement dans une iconographie muette, c'est que de l'image. Et puis, je pense que toutes les prises de parole, en revanche, seront extrêmement calibrées pour la suite. Donc, vraiment avec une vue, un cap, on montre que c'est lui qui décide. Et peu importe si le... Et qui en parle le mieux, si ce n'est Emmanuel Macron. On va l'écouter, c'était ce samedi sur la scène pour soutenir cette candidature Paris 2024. Je pense que Paris 2024, c'est un projet qui est porté par tout le pays. Il y a une équipe formidable qui le porte depuis déjà plusieurs mois, plusieurs années, faite de sportifs, d'élus, de toute une équipe qui est là et qui m'a accueilli. Et il est important d'envoyer le signal que le chef de l'État est aussi au rendez-vous, parce que, comme vous le voyez aujourd'hui, la population française est au rendez-vous. Voilà, la population française, et comme le disait Anne-Claire Ruel pendant qu'on diffusait cet extrait, Karl Meus, c'est aussi pour l'international. Il dessine les contours de sa présidence. Je voudrais quand même qu'on revienne en quelques mots sur ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est aussi la forme, la communication à l'intérieur d'un même gouvernement. Comment vous qualifiez ce qui s'est passé? Bon, ça a été rapidement tranché entre le ministre de l'écologie et le ministre de l'agriculture. Mais est-ce que vous repreneriez ce mot de couac? C'est un couac au sens où il y a un ministre qui a pris une position qui est inverse à celle d'un autre ministre, quand bien même le président, dans sa campagne, avait plutôt tranché pour l'interdiction de ces produits. Après, on comprend très bien le ministre de l'Agriculture. Là, on est dans un jeu de rôle. Le ministre de l'Agriculture, il doit rassurer un certain nombre d'agriculteurs, notamment de la FNSEA, et Nicolas Hulot, lui, dans un autre rôle. Et en plus, il a un poids politique qui est quand même beaucoup plus important. Mais ce qui est intéressant aussi, ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a tranché, ou Édouard Philippe, mais pour l'instant, on part du principe que c'est le même ensemble, sans parler publiquement. On est dans une séquence où Emmanuel Macron multiplie les images et ne parle que de sujets assez consensuel, ou en tout cas qui dépasse les clivages droite-gauche. Vous faisiez référence à son interview dans plusieurs quotidiens, dont Le Figaro. C'était sur l'Europe où la droite et les gauches se retrouvent. Les JO 2024... Donc il choisit, pour le moment, des sujets très consensuels, pas de crispation, pas de tension pour le moment. Les JO 2024, vous voyez, derrière lui, il y avait Guy Drut. Et il y avait ancien ministre de Jacques Chirac. Et il y avait à côté Anne Hidalgo. Donc ce sont des sujets qui lui permettent de continuer à dire « je suis de droite et de gauche ». Mais maintenant, voilà, on va aussi rentrer dans des sujets plus compliqués, et je pense que c'est là aussi la nécessité pour lui d'intervenir. Il a choisi le Congrès, il aurait pu choisir une télévision pour s'adresser directement aux Français. C'est le deuxième couac, quand même si c'est un mini-couac. Rappelez-vous, Philippe, monsieur le Premier ministre, avec le ministre du Travail, sur la question du contrat de travail. Déclaration du Premier ministre sur l'idée qu'il y aura une modification du contrat de travail, et la ministre du Travail qui dit non, pas du tout. Donc là, c'était quand même quelque chose d'important. Je pense qu'il y en aura d'autres. Pourquoi ?
parce que la majorité est très disparate. Enfin, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens, même à l'intérieur de ce gouvernement, qui viennent d'horizons différents, qui ont des pensées un petit peu différentes, qui se sont rassemblés un petit peu sur l'espoir qu'a suscité M. Macron, mais ça ne fait pas une politique. Donc il peut y avoir, à mon sens, dans les mois qui viennent, d'autres couacs, même si celui de ce matin n'est pas une très grande ou mini-couac, Jérôme Fourquet, je suppose que dans vos enquêtes et études, on lit la même chose. Le plus important pour les Français, ce sera les résultats tangibles, concrets. Là, nous, on ausculte presque avec le microscope. C'est quoi, pour l'instant Voilà, même si les résultats, on sait qu'ils vont prendre du temps avant d'arriver, et que les Français se seront fait un avis avant. Alors sur quoi se seront-ils fait un avis ? Pas sur les couacs, parce que c'est vieux comme la politique. Karl parlait tout à l'heure des tensions entre un ministre de l'Agriculture et un ministre de l'Environnement. On en aura entre un ministre de la Justice et un ministre de l'Intérieur. C'est vieux comme la République. Ce que les Français ne supportaient pas dans le quinquennat précédent, c'était la durée et le temps qu'il fallait pour résoudre ces couacs, le commentaire dans le commentaire, et l'impression qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion et que ni Matignon ni l'Élysée n'étaient soit en capacité, soit en volonté de trancher. Là, encore une fois, la messe est dite très rapidement, même si c'est qu'en images, et les Français se disent, voilà, il y a une équipe de France, il a rassemblé des gens de droite et de gauche, donc c'est normal que ça tiraille peut-être encore un peu plus que d'habitude, mais on voit qu'il y a un grand timonier, qu'il y a quelqu'un qui tranche le cap, et quand il y a des décisions à prendre, elles sont prises. Et on verra quand elles seront prises, notamment on va voir la une des Échos demain, c'était le thème de notre débat, l'emploi, le contexte économique social, emploi, le vrai défi des réformes. Nous verrons à quoi ressemblera notamment la réforme de la loi travail. Merci pour ce débat et ces différentes analyses. La suite de votre émission, et c'est un air de rentrée des classes, ça sera demain. Les 577 députés feront donc demain leur rentrée à l'Assemblée nationale. Un Parlement inédit avec un nombre de groupes parlementaires record, un fonctionnement tout aussi inédit. On va en parler lors du match des idées avec Anne Levade et Jean-Pierre Mignard. A tout de suite. La notion d'homme d'État est plus que subjective. Pour certains dirigeants, le débat est ouvert, on les qualifie plutôt d'hommes politiques, ou pire, de politiciens. Pour d'autres, la belle étiquette d'homme d'État s'impose. Il en est ainsi de Clemenceau, De Gaulle, Churchill, Roosevelt, Mitterrand, Mandela. Ils ont changé le monde. Ils ont rencontré l'histoire. L'histoire qui seule, avec le recul du temps, peut les juger. Mais qu'est-ce que c'est qu'un homme d'État ? Profession homme d'État, mercredi à 17h sur Public Sénat. C'est bio, c'est brut, c'est la mer, c'est un paysage, il y a un savoir-faire. Là, voyez, vous comprenez ce que ça veut dire, moi je sais voter. Complètement. Alors ça, c'est vraiment le veau sous la mer, élevé à l'herbe. C'est ça. Ça doit coûter une fortune, ça, comme veau. Alors, à 8 jours, ça vaut 1 euro. 1 euro le kilo? Non, le veau. Allez, une petite lichette. Ça, c'est du melon qui a été cultivé avec amour. On dit que le bonheur est dans le pré. Moi, je trouve que le bonheur est chez les maraîchers. Manger, c'est voter, jeudi à 17h30 sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. C'est votre émission On va plus loin, en direct, pour évoquer à présent le fonctionnement global général du Parlement, avec un nombre de groupes parlementaires qui va être record et qui va s'installer à l'Assemblée nationale. Tous ces groupes, cette rentrée des classes, ça sera demain. Dans l'actualité également, le Parlement peut être réuni en congrès dans les jours à venir. Alors sur ces différents aspects, nos invités ce soir, Anne Levade, bonsoir. Bonsoir. Juriste, professeur de droit public, nous accompagne également Jean-Pierre Mignard, bonsoir. Bonsoir. Avocat, proche d'Emmanuel Macron. Avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose de nous arrêter sur ce nombre record, justement, de groupes parlementaires à l'Assemblée. C'est inédit et Jérôme Rabier nous explique tout cela. On l'a souvent répété, rarement un groupe parlementaire aura autant dominé l'Assemblée. Avec 308 membres, La République En Marche écrase tous les autres en effet, d'autant que son allié le MoDem a également ravi 42 sièges dans l'hémicycle, portant la majorité à 350 élus. Quid des 227 autres députés? Eh bien là aussi il y a de la nouveauté puisque jamais ils n'ont été autant divisés. Demain, lors de l'inscription officielle, c'est 8 groupes parlementaires qui pourraient exister, record absolu dans la Ve République. La gauche de la gauche, divisée entre communistes et France Insoumise, incapable de s'allier à l'image de leur campagne législative. Le Parti socialiste, une trentaine de membres esselés.
Se placer entre le PS et En Marche, ils entendent se rassembler sous la bannière progressiste qui irait de Manuel Valls à Sylvia Pinel en passant par d'anciens écologistes réélus. La droite de l'échiquier est tout aussi divisée entre républicains constructifs alliés à l'UDI et républicains canal historique. Seul le FN, avec 8 députés, ne semble trouver d'alliés l'acceptant pour atteindre la barre des 15 élus nécessaires pour constituer un groupe. Gage de postes à se répartir et de visibilité dans l'hémicycle. Voilà, et cette liste définitive sera connue bientôt, le nombre en tous les cas. En attendant, les tractations se poursuivent. Est-ce que vous avez déjà vu, Anne Levade, qui avait le recul, l'expérience, c'est un nombre record là de groupes? C'est un nombre record. Enfin, alors, il y a deux choses qui sont intéressantes. Le nombre, évidemment, puisque 7 de manière certaine, peut-être même 8, puisque en réplique au constructif, il y aurait les progressistes, nous dit-on, à voir demain. Ce qui est surtout intéressant, c'est le nombre de parlementaires par groupe. Parce que, compte tenu de la taille du groupe La République En Marche, qui est effectivement important, on s'aperçoit que ensuite le groupe numériquement le plus important, ça va être le groupe Les Républicains, où il y a 90 députés, c'est-à-dire finalement assez peu en proportion de ce qu'on connaît par ailleurs. Et surtout, après Les Républicains, on va avoir des groupes qui sont en dessous de seuil fatidique, le seuil pour la motion de censure, le seuil pour la saisine du Conseil constitutionnel. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que souvent, c'est des disciplines de groupe. Et on sait qu'il est assez rare, par exemple, que le Conseil constitutionnel soit saisi, sauf sur de grands textes où il y a une forme de consensus ou de débat, qu'il soit saisi par plusieurs groupes. Donc, ça peut avoir des incidences, y compris sur le jeu institutionnel et du contentieux constitutionnel pour les années à venir. On va veiller de près aux consignes données à ces différents groupes. Quelle serait la consigne, ou quelle est la consigne, selon vous, Jean-Pierre Minière, qui a été donnée à ce groupe pléthorique de La République En Marche, qui va faire son entrée demain? On va les découvrir également. Je crois qu'il n'y avait pas vraiment de consigne à donner au groupe. Le groupe est là pour soutenir la politique du président de la République et du Premier ministre. Donc, je crois qu'il y a une espèce d'empathie naturelle entre l'exécutif et puis le groupe parlementaire majoritaire de l'Assemblée nationale. Donc, voilà. Comme une empathie avec le président du groupe, Richard Ferrand, qui a été désigné à main levée, ça ne vous a pas choqué? Non, souvent on vote souvent à main levée. Je veux dire, c'est pas une non, ça me choque pas. Non, ça me choque pas qu'il ait été non, parce qu'il aurait fallu prendre les bulletins. Non, puis en plus écoutez, c'est des parlementaires, ils votent, ils assument leur vote. Très bien, je veux dire, il y a eu 2 abstentions, là, et les têtes n'ont pas été coupées, donc très bien, non, je crois que... Est-ce que c'est aussi un fonctionnement au-delà de ce groupe qui va être vraiment inédit? Est-ce qu'on va scruter vraiment les séances au gouvernement avec autant de groupes, autant de présidents de groupes et aussi de fortes personnalités? Ça va être animé. Oui, forcément. De toute façon, il y aura de toute façon un débat politique au Parlement. La vie ne s'est pas arrêtée, l'horloge politique non plus. Ces aiguilles vont continuer de tourner. Bien sûr qu'il y aura. Puis d'abord, il y a un groupe, les Républicains, qui est dans l'opposition. Il y a la France Insoumise qui est en opposition. Il y a le Front National qui est en opposition. Il y a la majorité des socialistes qui sont dans l'opposition. Ça vous a surpris pour les socialistes Non, ça ne m'a pas surpris. Je pense en effet qu'il y avait pour ceux qui étaient encore au Parti socialiste, et puis notamment pour les candidats qui avaient affronté des candidats de La République En Marche, et qui pour certains avaient été battus, ça aurait peut-être été leur demander une preuve de grande magnanimité de soutenir la politique du président de la République. Ils se sont opposés. Très bien, ils sont dans l'opposition, ça me semble normal. Et j'ai vu que d'ailleurs, il y avait une minorité qui souhaitait, elle, pour le coup, soit s'abstenir, soit voter la confiance au président de la République. Ce qui fait que vous avez un groupe, La République En Marche, qui est évidemment le groupe le plus important, puis vous avez des formations politiques alliées, ce qui montre d'ailleurs qu'il n'y aura pas une majorité univoque. Il y aura le MoDem, il y a le groupe des Républicains constructifs, il y a le groupe des progressistes, si j'ai bien compris, je ne crois oublier personne. Et puis ces socialistes que vous avez décrits, voilà, qui seront... Alors je ne sais pas très bien comment ils s'identifieront, mais en fait on s'aperçoit d'une majorité très importante, avec en fait plusieurs formations ou plusieurs groupes politiques
à l'Assemblée nationale. Donc nous ne sommes pas du tout dans la description de ce groupe République En Marche, là, une majorité président de la République qui serait comme le Parti ouvrier social-démocrate russe. Parce que les Français ont décidé autrement. Donc voilà, donc on aura une vie politique, on aura du débat politique. Mais qu'est-ce que vous pensez de c'est vrai, tous ces groupes d'appoint quand même pour le duo Macron-Philippe? Alors, moi, je trouve que c'est la manifestation de la recomposition qu'on voit à l'œuvre maintenant depuis plusieurs semaines. Décomposition ou recomposition? Les deux. Les deux, parce que la recomposition suit forcément une décomposition. Il y a plusieurs choses. Pour revenir d'un mot sur l'élection de Richard Ferrand, ce qui aurait été, j'allais dire, la manifestation d'une forme d'indiscipline ou de réaction, c'est qu'il y ait une autre candidature, ce qui n'a pas été le cas. Donc, à partir de là, le fait que ce soit un vote à main levée était effectivement pas problématique. Ensuite, pour les partis, j'allais dire, héritiers ou issus des partis traditionnels, c'est-à-dire le groupe socialiste et le groupe Les Républicains, on voit bien aussi que la difficulté dans laquelle sont les partis dont ils sont issus aujourd'hui, eh bien, conduit à ce qu'ils aient du mal à imposer justement une ligne. Quand le Parti socialiste vient expliquer au groupe socialiste qu'il faut être dans l'opposition, ou quand le Parti des Républicains vient expliquer au groupe Les Républicains qu'il faut être dans l'opposition, on voit bien qu'il y en a 2-3 qui expliquent, écoutez, vous n'avez pas gagné les élections, enfin je simplifie, mais n'exagérez pas non plus. Donc là, il va y avoir vraisemblablement une déclaration du groupe dans lequel ils se réclameront de l'opposition, mais une forme de liberté de vote à l'intérieur. Et puis après, il y a effectivement ces groupes satellites en quelque sorte, qui font un choix qui est assez stratégique. D'abord parce que je pense que l'enjeu pour les constructifs comme les progressistes, c'est de voir s'ils arrivent à peser plus lourd que le MoDem. C'est pas complètement gagné, mais il doit y avoir un peu de ça aussi. Peut-être derrière ont-ils des ambitions de création de formations politiques autonomes, ça c'est pas exclu. Les constructifs vis-à-vis des Républicains et les progressistes, c'est ça? Je m'y perds moi-même un peu vis-à-vis du Parti socialiste. Mais s'ils arrivent près de 40, voilà, je pense qu'il peut y avoir un peu ce jeu-là pour essayer de montrer que c'est plus le MoDem qui est en pointe. Donc c'est vrai que c'est un schéma inédit. Et puis, on le dit peu, mais France Insoumise et les communistes, qu'ils arrivent à faire deux groupes et que, voilà, comment eux aussi vont vous savez bien que les relations étaient compliquées entre eux. En même temps, le choix qui est fait, c'est de se diviser, même si du coup, ils pèsent numériquement moins lourd. Donc, on va voir comment les choses vont se manifester concrètement. Mais mis à part, j'allais dire, vouloir peser plus que le MoDem, quel est vraiment, selon vous, Jean-Pierre Mignard, l'intérêt de ce groupe constructif? Je pose souvent la question, puisque dans le Parti Les Républicains, certains affirment qu'ils pourraient voter certains projets d'Emmanuel Macron. Alors pourquoi un autre groupe qui pourrait voter les mêmes projets? Je pense qu'il y a ceux qui disent on pourra voter certains projets, mais on sera chiche sur les votes, et d'autres qui disent on votera plutôt de manière bienveillante alors les projets. Pourquoi ne sont-ils pas dans La République En Marche? Parce que je pense qu'il y a aussi des questions d'histoire. Ça compte l'histoire politique, c'est-à-dire les gens qui se retrouvent, les personnes qui se retrouvent à La République En Marche, les députés de La République En Marche sont celles et ceux qui ont soutenu la candidature d'Emmanuel Macron et qui se sont engagés. Les constructifs ont participé aux primaires de la droite, ont soutenu un candidat, puis en fait, pour un certain nombre d'entre eux, n'ont plus soutenu de candidat du tout, puisqu'ils se sont retirés. Et l'exemple de M. Le Maire est très significatif de ça. Donc, ils sont aujourd'hui entre leur histoire politique, qui est celle des Républicains, et un pôle politique auquel ils vont faire référence durant cette mandature, qui est la majorité présidentielle. Voilà leur réalité. C'est pas forcément facile à vendre, c'est pour ça que... Oui, c'est pour ça qu'on a besoin d'explications. C'est pour ça qu'ils vont sans doute s'identifier, et la logique voudra qu'ils se réunissent et qu'ils forment sans doute un groupe. Je ne sais pas comment ça peut en être autrement. Oui, il y a aussi, dans le prolongement de ce que dit Jean-Pierre sur l'histoire, il y a aussi un problème de cohérence, une question de cohérence, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont fait campagne sur ce thème-là. Si on prend, d'ailleurs, un certain nombre n'avaient pas de candidats En Marche contre eux, et pour autant sont restés clairement sous l'étiquette Les Républicains UDI, portés par cette formation-là, avec d'ailleurs des représentants de ces partis qui sont venus les soutenir. Et c'est ainsi que les électeurs ont choisi de les élire. Donc, alors Anne Levaque, Jean-Pierre Mignard, les téléspectateurs vous posent directement des questions sur les réseaux sociaux. C'est votre cas, Jean-Pierre Mignard. C'est Abou Ben-Gheda qui vous dit « Vous avez raison, le groupe est là pour soutenir le président, la ligne en tous les cas du couple exécutif au début. Mais est-ce que vous avez le souvenir des frondeurs? Est-ce que vous vous inquiétez d'éventuels frondeurs? Enfin, vous, c'est un petit peu différent parce que ce que les députés
que l'on a nommés les frondeurs étaient à l'origine même sur une position qui n'était pas celle de la politique suivie par François Hollande, puis Jean-Marc Ayrault, puis Manuel Valls. Sur ce point, ils avaient des positions, ils les défendaient, il fallait les lire. Donc eux étaient en effet très reluctant, comme disent les Anglais, vis-à-vis de la politique de la présidence du président de la République. C'est pas du tout la même chose, la même situation vis-à-vis des constructifs qui, eux, déclarent que les termes d'un accord possible sur des projets sont réalisables, sont sérieux. Et donc c'est tout à fait un état d'esprit et une position politique d'origine totalement différente des frondeurs. Alors le président envisagerait, c'est vraiment du conditionnel parce qu'il n'y a pas de confirmation, de réunir le Parlement en congrès. Il n'a pas non plus, on n'infirme pas l'information. Donc apparemment c'est une recherche de date qui s'apparente, qui est délicate. Il l'avait promis lors de sa campagne Anne Levade de faire un discours annuel. Est-ce que ça vous semble être une bonne idée ? Alors une bonne, moi je me méfie toujours de bon, mauvais, je sais pas. En tout cas c'est cohérent avec ce qu'il avait affiché, j'allais dire la manière dont il préside le pays aujourd'hui. Ça prolonge d'ailleurs ce que vient de dire Jean-Pierre, c'est-à-dire que le contrat en quelque sorte de départ, c'est clairement un engagement derrière un programme avec une dynamique qui a été créée et qui d'ailleurs est incarnée par En Marche, devenant La République En Marche au moment des législatives. Et donc de ce point de vue là, l'idée de réunir un congrès et donc l'ensemble des parlementaires pour lancer en quelque sorte véritablement le quinquennat, c'est vrai que c'est toujours cette même dynamique qui serait à l'œuvre. J'ajoute aussi que c'est peut-être les leçons tirées du quinquennat précédent, parce que Emmanuel Macron les a forcément vécues, les frondeurs, et dans différentes configurations, à la fois quand il était conseiller de François Hollande, puis quand il est devenu ministre. Et donc de ce point de vue-là, le congrès peut avoir aussi un effet fédérateur, un effet de ciment en quelque sorte de cette majorité, avec évidemment deux enjeux me semble-t-il. D'abord le Sénat. Parce qu'évidemment, on parle beaucoup de l'Assemblée, mais les élections sénatoriales sont dans peu de temps. Et en l'état, et même en septembre, il n'est pas absolument gagné qu'il y ait une majorité En Marche au Sénat. Donc c'est quand même un enjeu politique et institutionnel qui n'est pas neutre. Et puis, c'est une manière aussi de rappeler, parce qu'on parle beaucoup de Richard Ferrand, j'entends parfois qu'il est présenté comme le chef de la majorité parlementaire, mais le chef de la majorité parlementaire, c'est le Premier ministre. Et le Premier ministre lui-même, dans une circulaire qu'il a publiée dès son entrée en fonction, a bien rappelé quelle était l'architecture de l'exécutif et comment les choses devaient se mettre en place. Donc c'est une manière, sans doute, d'afficher une certaine manière de gouverner. Vous avez rappelé le rôle, les contours du Premier ministre. Est-ce qu'un Premier ministre, c'est le chef de la majorité? D'où la question, puisque Emmanuel Macron se présente comme le maître des horloges. C'est une question de timing et de date. Quand doit-il intervenir s'il doit réunir ce Parlement en congrès? Avant, après le discours de politique générale d'Édouard Philippe? C'est une question qui a son importance pour la suite. Oui, ça a son importance, mais enfin, je crois... En effet, vous avez raison. Peut-être que tendanciellement, ça peut avoir une importance. Pourquoi pas dans les relations entre le Premier ministre et le Président de la République. Est-ce que le Président de la République va continuer à être ce personnage qui ne peut pas se présenter devant le Parlement, sauf effectivement lorsqu'il le réunit en congrès? Ça, c'est en effet une vraie question. J'étais très frappé les dernières années. Le roi d'Espagne venait parler à l'Assemblée nationale, le président de la République tunisienne venait parler devant l'Assemblée nationale. Mais il n'y a qu'une personne qui ne pouvait pas venir, c'est le président de la République. Je trouve qu'il y a là une sorte... Alors c'est un vieux legs de l'histoire, je le dis sous le contrôle de la constitutionnaliste qui est Anne Levade. C'est un vieux legs de l'histoire dont je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'on le comprenne et qu'il ait un sens. Après tout, que l'exécutif vienne, se déplace, pour aller devant les parlementaires, faire un discours, dire voilà les grandes orientations que je fixe au pays, et je suis venu me déplacer pour vous en parler, je viens chez vous. Et je ne viens pas avec la force armée pour vous disperser, comme ce fut le cas un certain nombre de cas dans l'histoire des parlements. Après tout, ça me semble respectueux du Parlement,
très respectueux. Ça me semble être une relation que les citoyens doivent comprendre. Pourquoi est-ce qu'après tout, le président n'a pas le droit de venir, là où le roi d'Espagne et le président de la République de Tunisie ont le droit de venir. Donc je pense que c'est un anachronisme, je le dis, auquel Emmanuel Macron veut peut-être mettre un terme. D'ailleurs, François Hollande avait réuni le Congrès, lui aussi, d'ailleurs, non pas pour faire voter. Non, mais bien sûr, vous avez raison, mais déjà dans des circonstances, François Hollande avait estimé nécessaire de s'exprimer dans le Congrès. Et je pense qu'une fois par an, ça me semblerait bien. Voilà. Oui, alors je suis à 200% d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a eu beaucoup de fantasmes quand cette possibilité a été inscrite dans la Constitution en 2008, parce qu'elle l'avait été dans le prolongement des travaux du comité Balladur et que sur la base d'une proposition en quelque sorte qui avait été faite par Nicolas Sarkozy. À l'époque, on a dit pique-pente de cette réforme en disant il va mettre les parlementaires à sa botte, etc. Oui. L'expérience a montré qu'il ne l'a utilisé qu'une fois et que d'ailleurs il n'y a aucune périodicité imposée, ce qui de ce point de vue-là est la grande liberté que laisse la Constitution. En revanche, le fait est que le timing là de cette première déclaration au Congrès va être intéressant. Il va être intéressant parce qu'on sait que le discours de politique générale du Premier ministre est le 4 juillet. Oui. Il se disait que peut-être Emmanuel Macron pourrait convoquer le Congrès le 3, donc la veille, ce qui évidemment symboliquement serait une manière de montrer que... De cannibaliser totalement son Premier ministre le discours. Alors non, attendez, parce que je dis volontairement pas... Non, mais moi. Surtout, pardon, je reste juste sur la dimension purement procédurale. Il y a une vraie différence entre les deux. Le chef de l'État, il n'y a pas de vote à la fin. Oui. Alors qu'il y en a une à la fin du discours de politique générale du Premier ministre. C'est même la question de confiance initiale qu'il pose. Et c'est vrai que la question qui pourrait se poser, mais je suis exceptionnellement dans l'hypothèse d'école, chose que je fais rarement, c'est s'il y avait un discours surprenant d'Emmanuel Macron, peut-être une sanction ou une réaction de véhémence des parlementaires à l'égard du Premier ministre. C'est là que la question du timing suppose surtout qu'il soit parfaitement accordé. Éclairez-moi quand même, parce que vous avez... nous sommes des béotiens, on ne connaît pas très bien tout le fonctionnement de l'Assemblée par rapport à vous, etc. On a quand même l'impression que c'est un rendez-vous presque à l'américaine. Oui, alors... Ce grand discours. Non, c'est peut-être pas négatif, c'est une question. Est-ce que j'ai l'air... Pas du tout, justement. C'est pour ça que je suis un peu étonné par votre question. Donc vous assumez cette américanisation de la présence d'Emmanuel Macron, ça me dit oui. Non, mais moi, d'abord, ça ne me dérange pas, parce que je trouve effectivement que l'équilibre des pouvoirs aux États-Unis entre le Parlement et le président de la République et le président des États-Unis me semble un équilibre peut-être d'ailleurs plus subtil que celui, effectivement, que nous trouvons dans la Constitution de la Ve République. Deuxièmement, le Premier ministre va parler de l'action du gouvernement en France, et il est vraisemblable, vu ses centres d'intérêt, que le président de la République, je ne sais pas ce qu'il a l'intention de dire, et d'ailleurs, s'il le dira, est dans cet endroit, plutôt la France dans le monde, et pourquoi, quelles sont les forces dont la France doit disposer pour parler au monde et conduire la politique du monde. Vous voyez qu'on n'est pas sur ce point dans des conflits, des contradictions, chacun effectivement sera son rôle. Je vais aller plus loin. Cette image qui est reflétée, Anne Levade de Jupiter, c'est lui qui a introduit ce terme pour décrire sa... Je ne sais pas s'il a eu raison de dire ça, parce qu'en tout cas, ça plaît à la presse. Vous êtes d'accord? Je dis c'est lui qui le dit, mais dans ce vieux pays républicain qui est le nôtre, non mais c'est bien les chefs. Le roi en son parlement. C'est cette image que ça confère. On a vu une image vraiment imposante. Regardez cette image de tout le Parlement réuni. Ce n'est pas rien quand même. Oui, mais bon, alors d'abord l'image que vous montrez là, c'est celle du Congrès du 16 novembre, qui a été un moment, j'allais dire, exceptionnel à tous égards, au vu des circonstances, et qui était une démonstration de la France debout au lendemain d'un attentat qui aurait pu la mettre un genou en terre. Et qui n'est pas du tout comparable, évidemment, ni au congrès qu'avait organisé Nicolas Sarkozy après l'entrée en vigueur de la réforme, ni à celui que imagine visiblement Emmanuel Macron une fois par an. Après, c'est vrai qu'on parle toujours du discours du congrès, on pourrait aussi parler du discours du trône d'Élisabeth II. Il n'y a qu'en France que, Jean-Pierre le rappelait, depuis la Troisième République, parce qu'on avait peur de l'exécutif, on a interdit au chef de l'État de se présenter devant les parlementaires. Donc je pense qu'il ne faut pas fantasmer là-dessus et qu'il est légitime que chaque chef de l'État utilise les instruments qui sont mis à sa disposition par la Constitution comme il le souhaite, dès lors qu'il n'y a aucune violation de la Constitution. S'il veut le faire tous les ans, il le fera. Il peut aussi l'annoncer tous les ans et puis le faire plus souvent, moins souvent, au gré des circonstances. Ce qui se comptera, c'est la manière dont il va le faire. Avant ou après le Premier ministre?
C'est à régler entre eux. C'est à régler entre eux. C'est à régler entre eux. Non, c'est pas trop facile. Ils peuvent tout à fait le faire dans un ordre ou dans un autre. Si les discours sont coordonnés, je pense que ça ne pose pas de problème. Je pense en effet que les discours sont coordonnés parce que c'est pas le même angle de discours et d'approche qui sera celui du Premier ministre comme du Président de la République. Et quant au Président, je vous le dis, je pense que c'est très respectueux du Parlement de venir, à condition de venir, pas venir tous les jours, de bousculer l'ordre du jour. Ça n'aurait aucun sens, bien sûr, c'est absurde, mais venir régulièrement, je trouve que c'est très respectueux du Parlement. D'ailleurs, vous voyez, c'est intéressant, le Président vient devant le Parlement. Et franchement, ça, et il vient seul, et il n'est pas accompagné, encore une fois, de la gendarmerie. Et donc, non, mais arrêtez de le rappeler non, encore. Non, mais c'est important, parce que ce que vous dites, Sonia, repose sur cette vieille histoire. Donc les gens ne se souviennent même pas, oh, le président devant le Parlement, c'est très grave. Mais c'est se souvenir des atteintes, je dirais, de force contre le Parlement. C'est pour ça que ça n'a plus rien à voir. Donc peut-être est-il temps, effectivement, de revenir à un dialogue civilisé, républicain entre l'exécutif et le législatif. En tout cas, en ce qui concerne le Parlement, demain, ça se passera à l'Assemblée. Rentrée des classes, tiens, vous allez suivre ça très certainement. À quoi vous serez attentive demain, Anne Levade, parmi tous ces députés? J'allais dire un peu tout, forcément. D'abord, la désignation du président de l'Assemblée, c'est jamais un moment neutre de la vie institutionnelle. Ça va forcément être intéressant à suivre. À la fois, là encore, en termes d'équilibre, de majorité, et puis surtout les candidatures. Et on ne sait pas encore ce qui va sortir de cette première élection. Et puis dans la foulée, on l'a dit à plusieurs reprises, quels sont les groupes qui vont franchir le cap de se déclarer d'opposition ou au contraire de faire le choix d'être minoritaire? Est-ce qu'on aura ou pas ce fameux 8e groupe qu'on nous annonce? Enfin bref, plein de choses finalement. Même question, Jean-Pierre Mignard, à quoi serez-vous attentif? Et en même temps, on va découvrir quelques unes demain qui concernent ce sujet justement. Est-ce La Croix ou Le Figaro en premier? Le Figaro avec l'Assemblée, baptême du feu pour les marcheurs, les 577 députés. Tous en entier, évidemment, s'installent ce mardi, demain, au Palais Bourbon. Dites-nous, à quoi serez-vous attentif demain? Je pense, en effet, c'est l'élection de la ou du président de l'Assemblée nationale qui va être, en effet, le point important. C'est un personnage clé. Et deuxièmement, ça va être effectivement les groupes, les groupes constitués. Voilà, je crois que c'est tout, ce n'est que cela. C'est quand même très important. Ensuite, le vrai débat, ce sera la confiance, quoi. Oui, ça, c'est là le grand moment politique. Regardez La Croix, mesdames les députés, féminisation de l'Assemblée, qui sera composée de 40% de femmes, peut-être une femme président également de l'Assemblée. Nous verrons cela, il y a une chance sur 3, puisqu'il y a, je crois, 2 candidats et une candidate, et nous suivrons tout cela, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup pour vos analyses et ce match des idées. À suivre, c'est le grand entretien avec un journaliste européen, Alex Taylor. Mais d'abord, c'est le tour d'horizon de l'actualité du jour. C'est un couac que le gouvernement n'aura pas laissé traîner. Ce matin, le nouveau ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, s'exprime et laisse ouvert la possibilité de revenir sur l'interdiction de pesticides connus pour leur impact sur les abeilles. Nous avons des impasses techniques qui n'ont pas de substitution, qui ne connaissent pas de produits de substitution. Nous devons pouvoir autoriser des dérogations. Réplique immédiate du ministre de la Transition écologique sur Twitter qui affirme que l'interdiction restera effective. Une querelle traitée en moins de 3 heures par le Premier ministre qui affirme que ce pesticide restera interdit. Les Républicains. Parti comme ça, et même si chacun sait mes liens et mes préférences, je réfléchis. Donc Roger Carutti pourrait être candidat à la présidence des Républicains. La seule chose qui pourrait m'intéresser, c'est de dire, je n'ai pas d'ambition. Je ne cherche pas à remonter le parti, à réorganiser le parti pour en faire une machine de guerre pour être candidat. Mais en revanche, si mes quelques capacités d'organisateur peuvent servir à réorganiser, je servirai quelqu'un d'autre. Au Sénat. Ils sont entre 25 et 30 sénateurs à vouloir composer un groupe En Marche à la Haute Assemblée. François Patriat, fidèle d'Emmanuel Macron, est à la manœuvre et la liste devrait être déposée mercredi. Mais alors qu'ils espéraient ratisser large de Jean-Pierre Raffarin à Didier Guillaume, leur composition sera réduite, en tout cas au départ. Des ralliés de longue date comme Barisa Chiari ou Nicole Bricq, mais aussi 2 élus les Républicains constructifs. En revanche, les centristes de l'UDI et les radicaux sont déterminés à faire groupe à part.
La véritable recomposition attendra sans doute les élections sénatoriales de septembre prochain. Diplomatie. J'ai réaffirmé la position constante de la France depuis la prise de contrôle par la force de la Crimée par la Russie en mars 2014. La France demeure plus que jamais attachée à la souveraineté de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues. Et comme ses partenaires de l'Union européenne, elle ne reconnaîtra pas l'annexion de la Crimée. Entreprise. Le tribunal de commerce de Bobigny a désigné Jiffy comme repreneur de Tati et de 3 autres enseignes du groupe Eram. Une offre qui permet de sauver 1428 emplois sur les 1700 qui étaient menacés en conservant 109 des 140 magasins existants. Une victoire pour Thomas Hollande, avocat d'une partie des salariés. Aujourd'hui, c'est une triple satisfaction parce que c'est le maintien de l'enseigne Tati, c'est aujourd'hui le maintien d'une collectivité de travail et la poursuite de leurs relations de travail pour plus de 1400 salariés et c'est des conditions d'accompagnement dignes pour les 260 salariés non repris. Marseille aura, en 2020, un nouveau visage à la mairie. Jean-Claude Gaudin a annoncé aujourd'hui qu'il ne se représenterait pas pour un 5e mandat, laissant d'ici là, selon ses mots, le soin à ses amis de se mettre d'accord sur un nom pour lui succéder. Celui qui est également président de la métropole ex-Marseille-Provence ouvre ainsi la voie à une bataille d'héritage au sein de la droite marseillaise. Mon invité ce soir est journaliste. Il est plus précisément journaliste européen, comme il aime même se présenter et comme on aime le présenter. Il est également auteur. Alex Taylor, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Alors, on va évoquer ensemble ce soir ce qui est en cours en ce moment, à savoir les négociations autour du Brexit qui démarrent. Mais d'abord, Alex Taylor, il y a une image qui a été beaucoup commentée ces jours-ci. Je me doute, enfin je ne sais vraiment pas, mais je me doute c'est quelle image. Voilà, le chapeau. On va le regarder. Le chapeau de la reine Elisabeth II. Voilà. Message clair selon vous ? Je pense très sincèrement que c'est un message clair, oui. Je ne sais pas si c'est un message clair de la part de la reine, mais en tout cas, c'est un message clair de la part de quelqu'un qui l'habille ou quelqu'un dans son entourage. Ce n'est pas possible. Je sais que c'est le rapport européen, oui. Oui, mais je sais que un monarque est connu pour ses chapeaux curieux. Mais là, quand même, que personne n'ait vu, si c'était une bourde ou une erreur, que personne n'ait vu en plus, parce qu'elle a porté, je vous rappelle, pour annoncer le programme du gouvernement qui est concerné pratiquement uniquement par le Brexit. Donc, que quelqu'un, dans son vaste entourage de conseillers, n'ait pas repéré que c'était un drapeau européen, ça me paraît très étrange. Vous y voyez un signe clair. Le seul bémol que je mettrais, c'est que je ne sais pas si c'est la reine elle-même, parce que je pense que la seule chose qui l'intéressait ce jour-là, c'est Ascot. Elle est beaucoup plus intéressée par les courses hippiques que par... parce qu'elle en a fait des discours du trône. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'elle... elle aurait insisté pour porter un chapeau avec les couleurs du drapeau européen. En tout cas, ce n'est pas une leçon, c'est quelqu'un, peut-être elle. Mais Alexia, rappelez-nous que la reine, elle est tenue à une neutralité politique vraiment qui est très très rigoureuse. Elle n'a pas le droit de donner son avis sur les sujets du gouvernement. Non, ce serait grotesque parce qu'elle tient... depuis 63 ans, tout simplement parce qu'elle ne dit pas « je suis favorable à ceci, je suis favorable à cela ». On sait par quelques petites indiscrétions, mais c'est toujours démenti après, on pourrait croire que la reine, j'imagine qu'elle ne voterait pas Mélenchon, mais elle est quand même... on sait par exemple qu'elle a eu des rapports nettement plus sympathiques avec certains de ses premiers ministres de gauche que de droite. Elle ne supportait pas Mrs. Thatcher, mais je crois que c'est plutôt une histoire de crépage de chignon. Qui a-t-elle le plus apprécié comme Premier ministre ? Il y avait un Premier ministre dans les années 60, travailliste, Harold Wilson, qui était l'un des premiers travaillistes vraiment dans les années 60 à avoir une vision un peu futuriste de la Grande-Bretagne. Elle s'entendait bien avec lui. Et je pense qu'elle s'entendait bien aussi avec Heath, qui est celui qui nous a fait rentrer il y a longtemps, en 1973, dans le marché commun. Comme et aujourd'hui, comment s'entend-elle avec la Première ministre Theresa May ? C'est en tout cas, regardez son chapeau. Si elle voulait soutenir la politique hard Brexit de Theresa May, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle s'y prend mal.
Près de 3 semaines après son revers aux législatives, la première ministre britannique Theresa May a scellé aujourd'hui, Alex Seller, une alliance qui fait vraiment grincer des dents avec le parti nord-irlandais opposition ultra-conservatrice. Mais maintenant, elle a, si je peux dire, sa majorité. Comment vous regardez, vous appréhendez cette alliance ? C'est une alliance qui coûte cher déjà, parce que je peux vous dire qu'il va y avoir beaucoup de nouvelles écoles, beaucoup de nouveaux hôpitaux et des infrastructures, des autoroutes en Irlande du Nord. Hein. C'est vraiment un secteur qui va aller florissant, tout simplement parce que les protestants de l'Irlande du Nord ont l'habitude de négocier dur. Ils ne font que ça depuis des décennies sur les histoires de paix en Irlande du Nord et pour garder leur souveraineté, parce que ce sont des gens qui jurent fidélité à la reine, justement. Mais donc ils ont mené dur, hein, parce qu'ils savaient que sans les 10 députés de ce parti DUP... Elle est coincée. Elle ne peut faire voter aucune loi. Ce sont des gens qui sont complètement pour le Brexit, ce sont des gens qui sont beaucoup plus à droite que les conservateurs. C'est un parti qui bloque, je vous rappelle. Avec, sur des sujets de société, ils ont le mariage gay. Le mariage gay existe partout au Royaume-Uni, sauf en Irlande du Nord, à cause de ce parti. Donc Mrs May a dépensé 1,5 milliard de livres. Elle qui dit qu'il n'y a plus d'argent pour les hôpitaux, il n'y a plus d'argent pour les écoles, pour les policiers, pour nous protéger contre le terrorisme. Et tout d'un coup, elle trouve 1,5 milliard de livres sterling, donc 2 milliards d'euros à peu près, pour acheter les votes de ces 10 députés de l'Irlande du Nord dont elle dépend pour faire passer son Brexit. Voilà le pétrin dans lequel se trouve mon pays depuis le Brexit. Ça fait quasiment un an, jour pour jour. C'était le 23 juin 2016 que le Brexit a été voté. Une courte majorité de Britanniques avaient opté pour le out. De ceux qui pouvaient voter. J'insiste toujours là-dessus, parce que les jeunes n'avaient pas le droit de vote. Voilà. Les jeunes n'avaient pas le droit. Et les expatriés de plus de 15 ans, qui, depuis un an, sont touchés au plus haut point, parce qu'on nous a enlevé tous nos droits, on n'avait pas le droit de voter non plus. Donc ceux qui avaient le parmi droit ceux-là, de voter. c'est une majorité quand même. C'est ainsi la démocratie qui l'a emporté. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opinion publique, c'est une question sensible quand on pose cette question après un référendum, mais est-ce que l'opinion publique, aujourd'hui, elle est divisée, tiraillée, inquiète, angoissée de ce qui va venir ? Ce qui va tout changer, c'est l'économie. Comme disait Clinton, it's the economy, stupid. C'est l'économie qui change tout. Et le problème, c'est qu'on est toujours dans le marché unique. On fait toujours du marché avec vous, sans tarif. Le jour où on sera sorti, parce que je vous rappelle que jusqu'à très peu, jusqu'aux élections, Mrs May voulait qu'on sorte du marché unique, donc c'est-à-dire 40% de tarifs sur tous les produits alimentaires, une inflation qui déjà commence à monter. Donc pour le moment, l'inflation commence doucement à monter. On a la croissance la plus basse de l'Union européenne pour le premier trimestre de cette année, donc ça a chuté. Là, ça commence à rentrer dans les mentalités que le Brexit, c'est peut-être pas si évident que ça. Si vous ajoutez aussi le brouhaha politique, l'instabilité, je vous rappelle que Mrs May avait fait toute cette campagne sur le besoin, disait-elle, d'avoir un gouvernement stable, strong and stable government. Là, c'est tout le contraire. C'est un gouvernement qui dépend de la bonne volonté d'un parti, franchement, un peu taré. Et ultra. Donc, c'est tout l'inverse de ce qui a été promis, finalement. Tout l'inverse de ce qui a été promis. Mais ça commence doucement à rentrer depuis les élections, en fait. C'est depuis les élections que les Brexiteurs hard se sont rendus compte que si tout le pays était derrière ce projet de sortir de tout ce qui est européen, d'aller faire à nouveau du commerce avec les États-Unis, quoique Trump, c'est pas évident, avec les Chinois, quoique les Chinois ne mettent pas forcément en tête de queue non plus, quand ils se sont rendus compte, en fait, que les Britanniques n'étaient pas forcément derrière ce projet, là, il y a de plus en plus de députés qui commencent à se dire, bon, il faut une approche multipartite. Il y a très peu de gens qui disent maintenant qu'il faut changer d'avis. Mais Alex, quand on sort de Londres, là je suis allée voir plusieurs reportages, télévision, presse écrite, qui décrivent quand même des agriculteurs, des peintres en bâtiment, etc., qui disent non, nous, on attend le Brexit. Oui, on a voté pour, on attend, on est convaincus. Alors, nous, on voit ici les deux visages. Vous, j'imagine que le 23 juin 2016, vous étiez
effondré. J'étais en direct à la télé sur une chaîne concurrente à vous. Et je pleurais pratiquement. Oui, mais ça dépend. Et encore une fois, le Brexit n'est pas rentré dans les actes. Pour le moment, on est toujours dans l'Union européenne, encore, malheureusement pour vous, encore pendant pratiquement 2 ans. Oui. Mais par exemple, allez voir dans les hôpitaux. L'ambiance depuis le Brexit pour les Européens qui vivent en Grande-Bretagne. J'ai écouté, pas plus tard que vendredi dernier, sur un talk show de Londres, une infirmière, un médecin, je crois, française, qui décide après 20 ans, suite à l'ambiance qu'il y a dans le pays, parce qu'une fois de plus, on lui a dit « rentre chez toi en Pologne », quand ils ont entendu un accent étranger. Donc c'est tout de suite « rentrez chez vous en Pologne ». Il y a ce genre d'ambiance qui fait que je pense que le mois dernier, le chiffre, il y avait 34 seulement candidatures d'Européens pour des postes d'infirmiers. Donc il manque à peu près 30 000 dans les hôpitaux en Grande-Bretagne. Et ce n'est pas à peine de dire, comme disaient les Brexiteurs, que les Britanniques remplissent ces postes. Il n'y a pas assez de Britanniques. Il faut 7-8 ans pour... Les ennuis vont commencer au fur et à mesure que vous allez rentrer. Là, c'est l'année 1 ou l'année 0. Je peux vous dire, la directrice des infirmières britanniques a déclaré aujourd'hui, c'est le dernier avertissement pour le gouvernement, on ne tient plus, parce qu'il n'y a plus d'Européens qui viennent prendre les postes, d'Européens qui ont été entraînés, formés dans d'autres pays et qui sont formés pour être des infirmiers chez nous. Il n'y a absolument pas de candidature. Même chose pour les fruits et les légumes. Vous me direz que c'est très bien si les Britanniques cueillent leurs propres fruits et légumes, mais manque de peau. Il y avait un fermier, un agriculteur, la semaine dernière, à la BBC Radio 4, qui a voté pour le Brexit et qui se plaint maintenant, qui ne trouve plus. Il a dit lui-même, en 3 ans, j'ai eu un candidat britannique pour aller chercher les légumes. Les Européens, ça fait maintenant un petit moment qu'ils ne se sentent plus tellement accueillis, welcome en Grande-Bretagne, qui partent. Donc... Parlons d'eux justement, Alex Taylor, les Européens, parce qu'il y a une grande question que Theresa May, à laquelle elle doit répondre, c'est tous ces ressortissants européens qui sont en Grande-Bretagne. Il y en a quand même quelques, je crois qu'ils sont... Le problème, enfin, il y a 3 millions et plus. Elle a tenté de répondre, elle les a rassurés aujourd'hui, mais l'Union européenne a dit... C'est pas suffisant, là, ce que vous leur dites à ces ressortissants-là. Il y a plein de questions qui restent ouvertes. C'est-à-dire que quels sont les droits d'avoir leur famille? Moi, j'ai la libre circulation, je bénéficie de ça, mais en France, dans l'autre sens, si je me marie avec une Anglaise, ce qui est très peu probable, mais ou avec un Anglais peut-être, oui, mais j'ai le droit de le faire venir en France, les lois de la libre circulation des personnes. Est-ce que cette loi s'appliquera toujours aux Européens en Grande-Bretagne? C'est pas sûr du tout. Il reste encore des choses très peu sûres sur ça les touche à la vie quotidienne des gens en plus. Donc, il y a une vraie mais je peux angoisse vous dire, moi qui ai vécu ça dans l'autre sens, on vous retire toutes vos certitudes. Je veux dire, moi j'ai vécu 3 ou 4 deuils dans ma vie et pendant une année, de vous dire que vous n'avez pas la certitude sur est-ce que vous pouvez rester dans le pays où vous êtes, est-ce que vous pouvez continuer à bénéficier de la santé, c'est pas sûr, des retraites et tout ça. Et quand vous retirez cette certitude, c'est pas étonnant que beaucoup d'Européens quittent en ce moment le Royaume-Uni. Et ce qu'on ne dit jamais aux Britanniques, ce qu'on ne leur dit jamais, c'est que la libre circulation, ça marche dans l'autre sens. Il y a des gens comme moi qui en ont profité aussi. Moi, j'ai quitté mon pays dans les années 60, justement, ou 70, quand il y avait Heath et Wilson, et quand c'était l'homme malade de l'Europe, économiquement. Donc les années 70, c'est ça à la fin des années 70. Fin des années 60, oui. Non, 60, pardon, j'étais né dans les années 70. 70, je suis venu ici, et j'étais bien content de pouvoir venir dans un autre pays, comme le mien marchait mal économiquement. Les jeunes Britanniques, après le Brexit, ne pourront plus venir étudier, travailler, tomber amoureux, vivre tout simplement et se sentir chez eux dans un autre pays européen. Et ça, on ne dit jamais aux Britanniques comme nous qui vivons sur le continent. Tant on ignore, et ça c'est un autre truc que j'aimerais dire si possible, parce que personne ne dit, on ne nous compte pas. Les Britanniques disent toujours, il y a à peu près 1 million de Britanniques qui vivent dans le continent, mais nous on accueille 3 millions d'Européens. Regardez comme on est généreux. C'est parce que ils comptent bien les Européens qui sont dans leur pays. Mais nous, quand on quitte leur pays,
personne ne nous Bien oblige. sûr, il y a Aucune autorité britannique ne sait, non, ce que je voulais dire, c'est important. Aucune autorité britannique n'a jamais su, depuis 37 ans que je suis en France, que je suis en France. Je ne suis pas répertorié, ils ne nous comptent pas. Donc ils racontent des salades quand ils disent qu'il y a 1 million de Britanniques. Ils ne savent rien du tout, il y a peut-être 2 millions, 3 millions. On ne m'a jamais compté, on n'a jamais compté aucun des Britanniques que j'ai croisés à Paris depuis 37 ans que je suis là. On n'est pas tenu de nous enregistrer quelque part. Ils ne savent pas. Mais ils disent, et tout le monde accepte ça, c'est vous avez raison, dans là, les c'est chiffres. une aberration. C'est peut-être 2 millions, 3 millions, parce qu'on n'est pas compté. Vous avez remarqué que l'attitude maintenant de l'Europe a changé. La France et l'Allemagne, maintenant, OK, ça y est, le Brexit est là. Allez-y, allons-y, on va négocier, ça sera terminé. Est-ce que ça, quelque part, vous, pour le journaliste européen que vous présentez ainsi, ça peut faire mal? Vous dites, finalement, on a presque tourné la page maintenant. Non, ça fait du bien pour l'Européen que je suis. Parce que moi, comme vous le savez, j'ai posé ma candidature pour être des vôtres aussi. Je pense que ça fait beaucoup de bien. Au contraire, on a rarement vu les Européens, je pense que Trump y est pour quelque chose aussi sur les questions de défense, on a rarement vu les Européens aussi unis. On critique toujours ce pauvre continent de ne pas être unis, mais le Brexit a réussi au moins à les mettre tous d'accord sur le fait qu'il faut faire quelque chose. Et ben voilà, les Anglais, au moins, ils ont réussi à réunir les autres Européens contre eux. Mais je pense que d'ici 1 an, 2 ans, quand le problème, ce sont ces élections. Theresa May n'est absolument pas crédible. Son Brexit dur n'est pas crédible. Et à mon avis, elle ne tiendra pas. Dans 6 mois, elle ne sera plus là. Et qui est-ce qu'on aura à la place? Nous le verrons, clown. parce qu'il y a beaucoup de fragilité. Soit on a un clown, Boris Johnson, soit on a l'actuel ministre des Finances. Alors si on dit que Theresa May n'a pas de charisme, lui, c'est puissance. Forte période d'instabilité. Alex Taylor, pour conclure, journaliste européen, d'accord, mais britannique quand même, dans votre cœur, dans ce que vous êtes. On ne peut pas changer ou renier ça. Je renie un peu mon patrie depuis 1 an. Ouais. J'étais très fier d'être britannique. Je suis évidemment très fier de ce que mon pays a pu faire pendant la Seconde Guerre mondiale et tout ça. Et pour plein de raisons, j'étais fier d'être britannique. Mais là, depuis 1 an, on donne un tel spectacle honteux. Franchement, j'ai très envie de devenir français. Eh bien, écoutez, bienvenue. Merci en tous les cas pour cette ode aussi à la France et à l'Europe. C'est important dans ces temps-là. Merci Alex Taylor. On arrive presque à la fin de cette émission. Comme d'habitude, à suivre, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. À vendre, bâtiment exceptionnel situé en plein cœur du 5e arrondissement de Paris. Ces 8300 mètres carrés composés de salles de cours, d'amphithéâtres et autres bureaux sont actuellement occupés par l'école Agro-ParisTech. Si le prix est pour l'instant inconnu, c'est la direction du patrimoine immobilier, bras armé de l'État en la matière, qui s'occupe de la cession. C'est un bien qui est occupé aujourd'hui par une école qui va aller sur le plateau de Saclay. Et de fait, la cession du bien va contribuer au financement de réinstallation de cette école sur le plateau de Saclay. Nous ne les cédons pas pour avoir de l'argent, nous les cédons parce qu'ils sont devenus inutiles. La situation budgétaire de l'entretien du patrimoine, puisqu'il y a eu une baisse de 7% des crédits, ressort à peu près à 128 millions. Et on voit très bien qu'à partir de là, ça ne permet pas d'entretenir notre patrimoine. Et donc derrière cela, c'est de trouver des moyens de pouvoir y remédier. On ne peut pas simplement vendre des biens. Il y a d'autres façons de procéder. Quand il y a du patrimoine exceptionnel, plutôt que de le vendre et d'avoir peut-être 30, 40, 50 millions d'euros, il vaut peut-être mieux le louer sous forme de bail amphithéotique et avoir des revenus qui permettent ensuite d'entretenir l'autre patrimoine. Il y a 2 aspects sur ce que vous dites sur ils n'ont pas saisi qui était le vrai François Hollande, pour l'avoir côtoyé quelques fois. Oui, c'est quelqu'un de très intelligent et c'est pas un bonnet. Maintenant, ce qu'il donne à voir publiquement et la manière dont il était perçu avec ou sans les humoristes, c'était quelque chose qui ressemblait à cette caricature-là. Donc de ce point de vue-là, que ce soit les Guignols ou les autres, ont renvoyé une image. Alors, il y a le bonnet, il y a l'indécis, il y a celui qui ne sait pas prendre des... C'est comme ça qu'il est... Mais il dit ça l'a arrangé, il dit ça l'a arrangé. Ça ne l'a pas du tout arrangé parce que c'est à cause de cette image qui aurait existé de toute façon sans les caricaturistes, c'est à cause de cette image qu'il est paru impossible aux yeux de ses électeurs qu'il se représente.
Non, attendez, c'est pas là. Donc en fait, tu avais voté pour le deuxième tour? Bah oui. Bah oui. Tu vas voter Le Pen. Il y a un écho dans le fond. Je vais m'occuper de l'écho. Tout va pas changer en 5 minutes, je le sais très bien, mais moi j'ai envie d'y croire. Le renouveau, le changement, ouais. Pourquoi pas? T'es content, toi? Non, c'était... Non. Non. Tu restes sur ta position? J'y arrive pas à adhérer. J'y crois pas, quoi. Tu sais, quand tu vois les gens qui le soutiennent, ça fait 30 ans qu'ils sont là à faire la même chose. Et hier, moi, au débat, j'ai vu les mêmes tronches qu'il y a 30 ans. Les mêmes mecs qui viennent depuis 30 ans te dire tout va bien. Si c'est pour se retrouver à 20%, est-ce qu'on n'a pas intérêt à se redire 2 familles avec plus d'extension? Je ne sais pas. Moi, je suis plutôt pour l'unité de la famille. Mais comment concevoir, organiser l'unité de la famille et la diversité de la proposition et de l'offre? Si on n'est pas capable de le faire, il ne faut pas rester ensemble. On est persuadé au XXe siècle qu'il faut manger de la viande, que manger de la viande, c'est naturel. Or, jusqu'au XIXe siècle, on mange peu de viande. L'explosion littérale de consommation de viande, c'est le XXe siècle. Et on encourage cela par l'idée que c'est biologiquement nécessaire, qu'on ne peut pas s'en passer. Et donc, à ce moment-là, les questions sur les manières d'abattre sont accessoires. De toute façon, il faut en manger, on doit passer par là. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'Info. Et je vous retrouve avec plaisir à 22h. Belle fin de soirée à vous.